Le Dahu s'est toujours acclimaté à son environnement. On peut même dire qu'il est un exemple sur l'échelle de l'évolution des Mammalia Placentalia, qu'on nomme aussi vulgairement mammifères placentaires. En effet, au début du Paléolithique, l'espèce a progressivement muté pour arriver vers une forme parfaite de Montus pontus. À cette époque, les pattes avant étaient plus courtes que celles de derrière. De cette manière, le Dahu a pu coloniser la hauteur des Alpes. Puis, rapidement, une nouvelle mutation a donné la forme de Dahu qu'on connaît encore aujourd'hui, l'Equilibrus pontus. L'Equilibrus pontus possède ainsi les pattes d'un côté plus courtes que l'autre, ce qui lui permet d'être l'animal le plus agile pour ruminer tranquillement dans les inclinaisons montagneuses. Sans qu'on en connaisse vraiment les raisons, il existe deux types de cette espèce. L'Equilibrus pontus socialum, qui a les pattes gauches plus hautes que les droites, et l'Equilibrus pontus capitalicus, qui a les pattes droites plus hautes que les gauches. Fort d'une adaptation impeccable, les deux espèces cohabitent sans aucune hostilité. On peut toutefois s'interroger sur l'avenir au cas où un type se reproduirait plus qu'un autre. Qu'adviendrait-il alors de l'équilibre de nos montagnes ? Klaus Brinkmann, chercheur au Tiermuseum der Fabelhaft und Fabelweisen et professeur d'anthropologie et mystique animale à la Schwarzwald-Universität Ermit im Beere Alsmirkirch, est un spécialiste mondialement reconnu. Il est catégorique. Le Dahu est une espèce qui peut toujours nous surprendre. Le seul problème chez lui, c'est que beaucoup le considèrent comme un mythe. Un mythe qui a inspiré bien des artistes. Homère, Wagner, Tolkien et même Lady Gaga quand on y pense. George Lucas aussi, mais il a tout pompé sur les autres. Lady Gaga aussi quand on y pense. Ah là là, Lady Gaga. Pourtant, certains alpinistes triés sur le volet par la nature auraient déjà vu des Dahus si grisés par leur instinct de l'élévation céleste qu'ils sont allés si haut sur le sommet d'une montagne qu'ils n'auraient pas pu revenir faute d'un équilibre leur permettant de faire demi-tour. Là encore, le professeur Klaus Brinkmann est plus mesuré. Ça a beau être l'espèce la plus aboutie de l'évolution, il a peut-être dû arriver à quelques-uns de glisser sur une pierre ou un Rembrandt. Car, on ne le sait pas assez, c'est un animal doué d'une intelligence picturale vraiment hors du commun. Paul Klee, Ilma Alfklint, Pierre Soulages et même Lady Gaga ont été inspirés par les vibrations créatrices des Dahus dans leurs peintures. Ah là là, Lady Gaga. Imaginez que vous êtes une des leurs. Vous montez, vous montez, vous montez, vous montez, et arrivé au sommet, vous faites quoi ? Vous sautez ou vous revenez en marche arrière ? Bien sûr, on peut penser que certains Dahus sauteraient en parapente. Car le Dahu est une espèce qui pense à tout. Mais vous le savez, le mieux c'est de retenir l'idée la plus simple quand on est scientifique. Ce qui nous amène logiquement à penser que le Dahu est un animal doué d'un coup de patte extraordinaire pour coudre des toiles de parapente. On se doute que l'imminent professeur Brinkmann sait de quoi il parle en tant que scientifique réputé dans le monde entier.
Se définissant comme l'héritier de la pensée de René Descartes, il ressent, bien que plus il pense, plus il se sent être. Avant de retrouver notre brillant savant, essayons d'en savoir plus sur le vieux philosophe qui a inspiré toute sa carrière. Dans le langage courant, être cartésien, c'est avoir l'esprit rationnel et scientifique. Et c'est pas idiot, puisqu'au XVIIe siècle, dans une époque où l'incertitude imposait beaucoup de certitudes, peut-être comme dans toutes les époques en fait, eh bien Descartes a proposé de remettre systématiquement en question nos croyances plutôt que comprendre le monde à travers nos propres perceptions ou ce qu'on nous a enseigné. À propos du doute, il a écrit un truc dans la première des 6 méditations, méditation métaphysique. Je le dis. Ah, Simone n'aime pas Descartes. Si, tu veux écouter Descartes? Bon, bref. Voilà ce qu'il nous écrit. S'il n'est pas en mon pouvoir de parvenir à la connaissance d'aucune vérité, il est en ma puissance de suspendre mon jugement. René, c'était pas un nihiliste, c'est juste qu'il a proposé de suspendre son jugement quand on peut pas démontrer une idée. Sagesse qu'on oublie bien souvent. Par conséquent, le doute cartésien allait à l'inverse de la science et la philosophie de son époque, qui, dans leur majorité, cherchaient des lois universelles à partir d'observations spécifiques. Le bon côté de cette méthode, c'est que ça permettait de concilier foi et science. Comment on pourrait faire une loi universelle à partir d'un seul auteur ? De son côté, René était sûr d'une seule chose, c'est que si on est en mesure de réfléchir, alors c'est qu'on existe. Il écrit un truc à ce sujet dans la 4e méditation métaphysique, quand il parle de la manière dont nos sens nous dupent. Il y a je ne sais quel trompeur très puissant et très rusé qui emploie toute son industrie à me tromper toujours. Qu'il me trompe tant qu'il voudra, il ne saurait jamais faire que je ne sois rien, tant que je pense être quelque chose. Et c'est plus tard, dans l'article 7, bon je vais pas le lire, de Principes de la philosophie, qu'on trouvera le fameux « je pense, donc je suis ». Dans ses cours, le professeur Brickman ne cesse de mettre en garde ses étudiants contre les dangers des fausses perceptions que peuvent nous infliger nos sens. Pour lui, il est donc très important de douter de nos perceptions et bien se souvenir qu'elles sont liées à toutes les choses apprises et tous les interdits que notre culture imprime en nous. Descartes a compris le plus important. Méfiez-vous de votre ressenti et pensez avec votre tête. C'est avec votre tête que vous pourrez faire vos propres recherches, pas avec la peur, ni en écoutant les conseils de vos parents. Si vous voulez être éveillé, doutez de tout ce que vous avez appris et voyez le monde avec des yeux d'enfant. C'est comme ça qu'apparaîtra tout ce que vous saviez enfant et que la société vous a fait oublier. En digne descendant de la pensée cartésienne, il me faut ajouter une chose que le maître avait oubliée, une chose que la philosophie orientale a toujours comprise et que les neurosciences nous montrent. La tête et le corps sont indivisibles et même si c'est le cerveau qui pense, les intestins, le dos, l'utérus théâtral de ces mesdames, les genoux et même le foie pensent. Et sachez que si la tête est plus facile à contrôler, vous pouvez aussi décider de penser avec votre cœur. C'est ce que m'a appris ma vie auprès des Dahus. La séparation du corps et de l'esprit dans notre culture occidentale, voilà un sujet qui mérite toute notre attention. Si je pense donc je suis, et que mes sens peuvent être trompeurs, alors c'est logique que René ait perçu l'esprit comme supérieur au corps. Mais il admettait quand même que les deux étaient liés.
Je vous entends, hein, il y en a d'entre vous qui disent c'est bien le problème de la pensée occidentale, de séparer le corps de l'esprit, on est trop dans le mental. Hein. Si, je vous entends. Bon, déjà, la dualité cartésienne est plus du tout à l'ordre du jour, et ensuite, effectivement, vu que je vais parler de philosophie scientifique, je vais avoir une vision occidentale de la logique. Pour autant, vous êtes vraiment sûr que l'Orient soit si isolé du reste du monde en matière de logique et de science ? Oui, c'est une question rhétorique, hein, je vous l'accorde, mais je l'aborde parce qu'au fil de mon développement, vous risquez d'avoir des discordances entre ce que vous allez comprendre et ce que peut-être vous croyez. Voilà qui est dit, poursuivons. Pour continuer sur l'idée d'être cartésien, on va voir 4 types de raisonnement: l'induction, l'intuition, l'abduction et la déduction. L'induction, c'est une manière d'établir des règles en partant du particulier pour aller au général. Plus précisément, c'est la logique selon laquelle la répétition d'un phénomène augmente les chances qu'il se reproduise. Quand on y pense, on se sert souvent spontanément de cette logique quand on veut comprendre un truc. Mais s'il est juste, il est insuffisant parce que même si de nombreux exemples vérifient une hypothèse, ça prouve pas l'observation de manière définitive. Par exemple, si je viens de m'installer dans la campagne et que le coq de mes voisins me réveille un matin, je peux pas tirer de conclusion, c'est incontestable. Par contre, si au bout de 3 matinées c'est toujours un gros connard, ça peut induire qu'il le fasse tous les jours. Je pourrais alors m'interroger sur le coq en général pour en savoir plus sur Basile, le coq de mes voisins. Est-ce que les coqs chantent tous les matins, même le dimanche ? Si oui, quel type d'enfoiré de coq fait ça ? Est-ce que mes voisins ont ce genre d'enfoiré ? Et si tout est validé, seulement là, je pourrais me dire qu'il faut que je m'achète des boules caisses ou que je déménage parce que j'ai l'ADN d'un citadin. Le raisonnement inductif a été l'occasion pour le professeur Klaus Brinkmann de faire une découverte surprenante. Comme ses illustres prédécesseurs savants, c'est par hasard que ce pionnier de la pédagogie expérimentale a eu une prémonition qui risque de révolutionner le monde de la science et de la cuisine. Quand j'ai acheté des plaques à induction à ma femme, j'ai compris que le champ électromagnétique s'activait au contact du métal de la poêle. Je me suis dit, pourquoi elle réagit comme ça ? La plaque, pas Christa. Et là, j'ai eu comme un éclair. J'ai compris qu'elle avait sa propre logique. Une logique où, à force d'observer la poêle, elle comprenait qu'elle devait la chauffer. J'ai alors acheté d'autres poêles de différentes compositions pour voir sa réaction. Céramique, métal, bois, acier trempé, caoutchouc, végétal. Et là, j'ai dit « Christa, viens voir, elle ne s'allume pas ». Elle ne les connaissait pas, donc il n'y avait pas eu de phénomène de répétition qui lui faisait comprendre qu'elle devait chauffer. En bon scientifique, j'ai alors dit à Christa « Petit cœur, si on veut que l'art culinaire soit logique, il faut maintenant que j'invente la plaque à intuition, la plaque à déduction et la plaque à abduction. Personne n'y avait pensé avant moi, alors que la réponse était sous nos yeux. Derrière un grand talent se cache une modestie que le professeur Brinkmann cache humblement. Nous en saurons plus sur ces plaques innovantes dans quelques instants. Pour l'instant, tentons d'en savoir plus à propos de l'intuition. L'intuition est aussi une forme de logique d'une certaine manière, elle peut être aussi spontanée que l'induction. Sauf que l'intuition, c'est une réponse immédiate, sans raisonnement solide. Elle est basée sur la perception d'un événement d'après une expérience passée ou simplement sur l'émotion qui s'exprime dans une situation donnée. Si le coq de mes... Pardon, c'est moi qui chante. Si le coq chante, je peux être désagréablement surpris.
Si j'ai passé une semaine de déménagement à pas pouvoir dormir le matin, il est fort probable que ça me fasse maudire le monde entier et hurler que je peux jamais dormir comme je veux. Dans ce dernier cas, ma réaction ne sera pas très adaptée puisque je vais conclure à un jamais, là où il s'agit juste d'une période relou de mon existence. Donc l'émotion de surprise est adaptée, mais la croyance ne l'est pas. En plus, cette croyance va construire de la colère et pourquoi pas rendre impossible le rendormissement. Puisqu'on parle de raisonnement, l'idée selon laquelle il faudrait écouter son intuition pour comprendre une situation, c'est très tendancieux puisque l'intuition, c'est le conditionnement d'une expérience passée. Elle n'invite donc pas à obtenir une nouvelle connaissance ou douter de sa connaissance. Si je donne du sens à ma colère créée par Basile, ce filet de coq, je vais déduire un truc du genre je me suis trompé dans l'achat de ma maison, ou alors ça commence mal, si ça se trouve je veux pas être bien dans cette maison, ou carrément le chant du coq est un signe qui doit m'alerter sur les dangers de cette maison. Voilà la plaque à intuition. C'est la plaque dont je suis le plus fier. Elle m'a demandé autant de temps à créer que Wagner à écrire sa tétralogie. Lady Gaga, elle aurait juste inventé un chauffe-plat avec des bougies. Il suffit de s'asseoir sur le canapé ici, la plaque vous observe avec ces caméras-là, l'information est diffusée par ces caméras-là, et en fonction de l'énergie qu'elle a ressentie de nous, de notre langage non verbal, elle anticipe de type de plat qu'on a besoin aujourd'hui avec son style de cuisson et son assaisonnement. Elle ne se base pas sur un plan mental, elle libère sa créativité d'après son ressenti et ce qu'elle comprend instantanément. Le problème, c'est que parfois c'est délicieux et parfois c'est dégueu. Mais quand ça nous paraît dégueu, c'est qu'on est trop dans le mental. Il faut accueillir l'intuition qui a eu la plaque de nous. Si on ne sait pas lâcher prise, on ne peut pas vivre l'expérience unique de ma plaque à intuition. La plaque à intuition du professeur Brinkmann est révolutionnaire. Malgré tout, la finesse de son invention connaît quelques limites puisque sa capacité à la variation est limitée, étant donné qu'elle crée suivant ce qu'elle a l'habitude de comprendre. Mais pour Klaus Brinkmann, ça n'est pas forcément un problème. Quand Christa me fait à manger, elle le fait aussi en fonction de ce qu'elle pense qui va me plaire. Elle ne me surprend plus avec les années, et c'est normal. Il semble exister une seconde limite à la découverte du professeur Brinkmann. Ce que la plaque à intuition adapte en fonction de lui n'est pas forcément juste pour Christa. Si Christa ou les invités ne sont pas contents, je ne les empêche pas d'aller se faire des œufs au plat. Je ne suis pas égoïste. Une dernière limite semble importante à prendre en compte, puisque la plaque peut être négligente. Aucune manœuvre n'étant prévue pour apporter des modifications, la plaque est programmée à penser que son ressenti est plus juste que les connaissances des professionnels et des données mesurables à propos des temps de cuisson. La cuisine est un art. La plaque n'est pas responsable du manque d'ouverture d'esprit. Et voilà l'abduction, c'est-à-dire un raisonnement qui morcelle ou un raisonnement morcelé. Dans ce type de logique, on va chercher à proposer les meilleures explications possibles pour un événement donné. Il ne s'agit donc pas de chercher de conclusions, mais de formuler des hypothèses qui pourront être vérifiées. Des hypothèses, c'est ça qui fait que la logique est morcelée. Avec la logique inductive de tout à l'heure, dans le contexte des chants de Basile, je partais de mon expérience et je cherchais à voir si elle pouvait être généralisable, et ça suivant le nombre de réveils matinaux et en cherchant plus d'informations sur les coqs les plus communs. Dans l'abduction, je vais émettre des hypothèses dans le cas particulier. Mais pas des hypothèses bizarres, des hypothèses à propos de Basile en particulier.
Est-ce qu'il est en vacances chez mes voisins? Est-ce qu'il est vieux? Est-ce qu'il est anxieux depuis mon aménagement? Est-ce qu'il est en bonne santé et que c'est juste un coq qui chante le matin comme tous les coqs? Est-ce que c'est juste un enfoiré? La plaque à abduction du professeur Klaus Brinkmann permet à son utilisateur de trouver le meilleur chemin à suivre pour le plat qu'il veut cuisiner. Elle ouvre à une cuisine inclusive qui déconstruit les habitudes gastronomiques pour que l'utilisateur ou l'utilisatrice s'interroge sur ce qui peut être le plus adapté à ses convives. Sagen wir, Sie wollen Eier mit Tellern machen. Schreiben Sie 2 Eier mit Tellern. Do you want them cooked? Ja, Have you thought about your carbon footprint? ja. Why do you need to eat eggs? Ich habe Sport gemacht. Ich will Proteine. Do you think meat is the only way to get protein? Ich weiß nicht. In the face of the dictatorship of meat, do you consider being vegan? Das ist vielleicht eine gute Idee. Was schlägst du mir Start? Quinoa is nice. What do you think? Warum nicht? Mit was schlägst du ihn? Salt and pepper. Is that okay? Ich dachte an etwas Exotisches. Have you thought about the exploited people in developing countries who are paid a pittance to pick up spice from their region? Nein, du hast noch ein Gewürzangebot. How about a mango? Es ist kein Gewürz, aber warum nicht? Wir bauen niemanden mit Mangos an. Is grown in the department and region or French overseas? So, it's in Europe? Starting for mango? Warum nicht? Aber sie kommen mit dem Flugzeug. Ist dann kein Problem für meine CO2-Ausweis? Is it not colonialist to prefer ecology to the need for wages of racialized Europeans living in places outside the West? Quinoa mit Mango passt mir sehr gut. If you eat with friends hunters, have you thought about their reaction to such a meal? Nein, ich dachte, wir hätten ein ethisches Gericht gefunden. How do you define the word ethical for hunters? Et enfin, la déduction, là où l'induction part du particulier pour aller au général, la déduction part du général pour aller au particulier. On pourrait logiquement dire que c'est donc l'inverse, mais le plus juste, c'est de dire que c'est un raisonnement qui contient déjà toute l'information. On n'apprend rien, ça permet d'abord de voir de manière plus claire une hypothèse. Je vais essayer d'ailleurs d'être plus clair. Si je fais un énoncé et que cet énoncé est vrai, alors ma conclusion sera automatiquement vraie. Je ne sais pas si je suis assez clair, je vais essayer d'être plus concret. Simone est venue pour nous aider. On va donc construire avec elle un syllogisme, c'est-à-dire une figure de raisonnement inventée par le vieux grec antique barbu Aristote. D'abord, je vais énoncer une généralité. T'aimes pas Aristote? T'aimes pas Descartes? T'aimes pas Aristote? Bon, bref. Donc d'abord, je vais énoncer une généralité. Tous les coqs chantent. Ensuite, je vais exposer un cas particulier à propos du sujet de mon énoncé. Or, Basile est un coq. Et enfin, je vais en tirer une conclusion en liant le sujet de mon énoncé, le chant, avec le cas particulier Basile. Donc, Basile chante. Me voilà face à un fait que je ne peux pas modifier, sauf si je fais un truc pas très respectable. Ich hatte einen großen Onkel, der General in der Armee war. Und hat mich dazu inspiriert, die Absichten herzutöten. J'avais un grand-oncle général dans l'armée. C'est lui qui m'a inspiré la fabrication de la plaque à déduction. L'ordre et la discipline, c'étaient les mots qu'il répétait sans arrêt. Cette plaque est donc programmée pour
appliquer la même méthode quel que soit l'ingrédient. Elle cuit pendant 27 minutes 42 à 157 degrés. Ce sont les aliments qui doivent s'adapter, ce qui permet à l'homme de faire un pas de plus dans son désir de contrôle absolu de la nature. René, qui remettait en question toutes ses croyances pour identifier celles qui résistaient le plus au doute, a pu éventuellement partir de ce syllogisme pour être sûr au moins d'une chose: l'existence est un doute, or penser c'est douter, donc penser c'est exister. Autrement dit, vu qu'il doutait de tout, mais ne pouvait pas douter du fait qu'il doutait, nous revoilà à sa célèbre formule, une des top 5 de la philosophie: je pense, donc je suis. Nous retrouvons le professeur Klaus Brinkmann à la Schwarzwald Universität eher mit ihm wäre als mit Kirche lors de l'un de ses cours où il démontre l'existence des Dahus à ses étudiants grâce à un procédé rhétorique indiscutable. Pour savoir si votre hypothèse est vraie, il suffit de choisir une évidence. D'abord, choisissez un sujet très large. Partons de celui-ci, tous les animaux de montagne. Ensuite, vous définissez votre sujet. Tous les animaux de montagne sont agiles. Partant de là, vous prenez votre cas d'étude. Les Dahus. Vous ajoutez la définition de votre sujet à votre cas d'étude. Or, les Dahus sont agiles. Et là, il vous suffit de reprendre votre cas d'étude pour déduire qu'il appartient à votre sujet. Donc, les Dahus sont des animaux des montagnes. Voilà comme notre conclusion est impeccable et elle nous permet de résoudre une énigme qui attend une réponse depuis des siècles. Il est évident que si la Terre était plate, les Dahus n'existeraient pas. Voilà donc comme nous pouvons affirmer sans la moindre hésitation que la Terre est ronde. Si René a proposé un raisonnement déductif, celui qui part du général pour aller au particulier, c'était pour ouvrir à une réflexion personnelle qui amène à douter de tout. Mais c'est une logique qui a forcément des limites, on va aller gratter de ce côté-là. On l'a vu, pour qu'un raisonnement déductif soit juste, il faut que ses prémices soient vraies, c'est-à-dire que le cube bleu implique le cube rouge. Or, si le cube vert implique le cube rouge, alors le cube vert implique le cube bleu. Et voilà comment c'est trop la classe. Sauf que parfois, les prémices semblent vraies, mais la conclusion est fausse. Par exemple, tous les chats ont des poils. Or, Sigmund n'a pas de poils. Donc, Sigmund n'est pas un chat. Cette petite démonstration montre que si René voulait remettre en cause toutes nos croyances pour conserver uniquement celles qui sont indubitables, en définitive, sa méthode n'admet ni variabilité, ni remise en question. Et moi, je le confirme quand même, Sigmund, il est vexé, Sigmund est quand même un chat. Oh oui, défonce-le, ma belle. Ben oui, il a dit des trucs sur vous méchants, René, Voilà, défonce-le. Et puis, s'il faut avoir recours à notre seul esprit individuel pour comprendre rationnellement le monde, sur quoi peut se fonder l'acquisition de nouvelles connaissances? Parce qu'en réalité, la seule introspection comme méthode de doute peut détourner du monde concret en se centrant sur une incertitude permanente, pas juste à propos de ce qui existe et ce qui n'existe pas, mais aussi à propos de soi. Et ça peut virer à l'angoisse existentielle ou la pensée obsédante. À côté de ça, se baser sur une réflexion intérieure systématique, ça flirte avec l'intuition, ce qui n'est pas un raisonnement très neutre, quoi.
J'ajoute que la rationalisation excessive néglige l'aspect émotionnel et la subjectivité psychologique de l'expérience humaine, ce qui limite énormément la connaissance et l'observation. Encore une fois, en niant le tangible, expliquer un phénomène sans l'avoir observé ou l'avoir expérimenté dans le champ du réel, ça n'ouvre à aucune information nouvelle qui permettrait de tester la théorie formulée. Par exemple, si je reprends la conclusion du syllogisme de tout à l'heure qui m'amène à déduire que Basile chante, ça suggère qu'il n'y a pas d'autre hypothèse ou d'autres idées possibles. Or, si je collecte des données à propos des coqs, ce que j'ai fait, eh bien, je m'aperçois que les brahmas et les orpinctons sont des coqs qui ne chantent pas. Cette collecte de données qui me permet une compréhension plus large pour vérifier mon hypothèse ou ma conclusion à propos des coqs, c'est une démarche empirique, c'est-à-dire une observation qui examine le monde sensible. Pour Platon, le monde sensible, ça regroupe les objets physiques et les expériences sensorielles. Ce qui le caractérise, et ça c'est important dans ma démonstration, c'est qu'il est impermanent et donc dans un changement constant. Les données empiriques sont donc des preuves collectées d'après les expériences, les sensations ou différents événements. Ça fait écho à ce qu'on voyait, une méthode trop rationnelle ou trop conceptuelle qui est centrée sur notre propre réflexion n'aboutit à aucune nouvelle donnée. Voilà ce qu'écrit Emmanuel Kant dans le premier livre de la critique de la raison pure. Alors là, c'est dans le 4e paragraphe. Sous le nom de connaissances a priori, nous entendons non pas celles qui sont indépendantes de telle ou telle expérience, mais celles qui ne dépendent absolument d'aucune expérience. À ces connaissances sont opposées les connaissances empiriques ou celles qui ne sont possibles qu'à posteriori, c'est-à-dire le moyen de l'expérience. Bon, en gros, Kant définit 2 types de connaissances. Une connaissance a priori, qui est une pensée spéculative, indépendante de l'expérience sensorielle, et une connaissance a posteriori, qui est issue de l'expérience, c'est la démarche empirique. L'empirisme permet une évolution constante des connaissances parce qu'elle demande d'ajuster les hypothèses ou les théories qui ont été élaborées à partir de données inédites. Et puisque c'est une observation qui prend en compte la singularité de chacune des expériences, elle démontre que, contrairement à une croyance répandue selon laquelle la science occidentale ne prendrait pas en compte la singularité de chaque cas, eh bien, en réalité, la subjectivité fait partie des considérations empiriques. Finalement, puisqu'on peut prouver qu'une hypothèse est vraie dans certaines conditions, mais on ne peut pas prouver qu'elle est vraie dans toutes les conditions, si on prend l'expression au pied de la lettre se dire cartésien, c'est ignorer la complexité du monde au profit d'un raisonnement déductif excessivement rationnel et trop auto-centré, ce qui est un paradoxe. Mais ça n'ôte pas qu'on doive amener une pensée profonde sur la notion de connaissance, et je vous invite fortement à relire les méditations métaphysiques. Et toi, tu veux lire les métaphysiques? Oui, tu veux les lire. Et qu'est-ce que tu penses de lui? Ah, d'accord. Ouais, tu veux pas le bouffer comme ta sœur? Oh, oui. Suite à ce petit exposé sur les différents types de logique, on peut se poser quelques questions. Un raisonnement, ça doit produire de la connaissance, ou est-ce que ça doit la confirmer? Est-ce que ça doit passer du connu à l'inconnu, ou plutôt de l'inconnu au connu? Autre question, est-ce qu'un raisonnement nous permet de passer d'une connaissance à une autre? Au fond, la méthodologie de la science moderne fait tout à la fois, ce qui montre qu'elle a une démarche holistique, c'est-à-dire qu'elle prend en compte tous les savoirs pour élaborer des hypothèses. Et là aussi, ça casse une autre croyance à propos de la science occidentale, qui ne s'intéresserait qu'aux petites parties qu'elle étudie.
Et toi, tu étudies quelle partie? Tu es plutôt holistique? Oui, t'es holistique, toi. Oui, holistique. Dans la suite de notre formidable documentaire, nous verrons comme le professeur Brinkman maîtrise l'art du raisonnement sur le terrain. Il nous amènera à parcourir les paysages qui ont vu naître des soubresauts de son immense découverte. Nous parlerons également du rôle majeur qu'il a eu lors d'une pandémie mondiale en 2020, ce qui sera l'occasion pour lui de nous parler de l'un de ses imminents homologues. En attendant, les Dahus ont de beaux jours devant eux. N'oubliez pas, pour avoir la chance d'en croiser un, seule la sagesse et la plénitude des plus curieux permettra d'apercevoir l'élégance de leur allure grâce à la beauté du regard de votre enfant intérieur. Hal, Valhalla.